Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Christine Clair, journaliste politique dont on retrouve la plume notamment au Figaro, Guy Konopnicki-Marianne, Ariel Schwab, conseillère en communication, et Bruno Finel, l'agent d'information Midist Today. Nous parlons du regain d'attentats en Israël et du sommet de Sde-Boker, de l'Ukraine, de la situation à la frontière de l'Ukraine dont vous revenez à Ariel Schwab, et nous parlerons naturellement de la campagne présidentielle en France à une semaine du premier tour. Et on va commencer avec vous, Bruno Finel. Bonjour, vous nous entendez ? Bon. Eh bien, on vous entend bien. Vous êtes en visioconférence depuis Jaffa, je crois. Vous êtes à Jaffa, à Tel Aviv ? Absolument, à Jaffa. À Jaffa. 3 attentats ont endeuillé la population israélienne en une semaine, dont un attentat qui a fait 5 morts et des blessés mardi près de Tel Aviv, à Bnei Brak. 2 de ces attentats ont été commis par des Arabes israéliens. Il y a un lien entre les 3 attentats ? À ce stade, non, car l'un des assaillants appartenait ou se revendiquait comme étant de l'État islamique, les autres non. Donc on ne peut pas faire le lien entre les 3. Un ministre israélien a même parlé à ce stade de loup solitaire. Donc l'enquête se poursuit. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'actions individuelles ou s'il s'agit d'une stratégie planifiée. Est-ce qu'il y a des liens aussi avec la rencontre de Sde-Boker qui a réuni cette semaine les signataires du pacte d'Abraham ? Il est certain que cette réunion, qui a réuni comme pas mal de pays arabes, a été peut-être un déclencheur pour certains, pas pour tous, mais pour certains, car ils ont vu cette rencontre du Negev comme une sorte d'humiliation. Donc on peut imaginer que pour certains, ça a été le déclencheur. Est-ce que vous diriez qu'il y a... Bon, parce qu'il y a quand même moins d'attentats les derniers temps. Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de candidats à la terreur, ou est-ce que parce que, c'est un peu comme en France, parce que les attentats étaient déjoués ? Alors, il y a des attentats qui ont été déjoués. Récemment encore, il y a 24 heures, l'armée israélienne a intercepté un commando qui, semble-t-il, voulait commettre un attentat et a tué les trois terroristes. Il y a la barrière de sécurité qui constitue une protection. Et il y a le rôle des services de renseignement intérieur. Et d'une manière ou d'une autre, il y a quand même, pour ce qui concerne la Cisjordanie, une collaboration sécuritaire avec l'autorité palestinienne qui joue certainement son rôle. Un mot avec vous, on va en parler dans un instant, on va parler de l'Ukraine, notamment avec Ariel Schwab qui revient de Pologne, de la frontière, je crois. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu les choses par rapport à Israël ? Comment l'opinion israélienne vit ces massacres en Ukraine ? Alors, la majorité de la population est pro-Ukraine. Le gouvernement est beaucoup plus prudent. Donc, il a déployé un hôpital de campagne. Le ministre de la Santé israélien va bientôt se rendre en Ukraine. Mais Bennett et Lapid restent extrêmement prudents dans leur relation avec Moscou. Et ils jouent un rôle de médiation. Et on a bien compris qu'ils ne peuvent pas prendre fait et cause pour Kiev, dans la mesure où ils ont un problème à la frontière syrienne. Autrement dit, s'ils se brouillent définitivement avec Moscou, leur capacité d'intervention aérienne contre les cibles iraniennes ou du Hezbollah en Syrie seront plus que limitées. Donc, ils jouent à l'équilibriste. C'est une position souvent mal comprise par la population, mais ils s'en tiennent là pour le moment.
tout en affirmant qu'ils ont de très bonnes relations tant avec Kiev qu'avec Moscou. Voilà. Ce qui fait que dans un futur accord dont on parle, mais hypothétique, Israël serait aux côtés d'autres pays comme la Chine, l'Union européenne, les États-Unis ou l'Australie pour garantir des conditions de sécurité à l'Ukraine. Enfin, ça reste encore à démontrer. Enfin, voilà la situation. En tout cas, il y a un décalage, un déphasage entre ce que pense l'opinion publique et ce que font les dirigeants israéliens. Alors, on n'en est pas encore là à voir qui pourrait être, qui pourrait participer à cet accord de paix. Ariel Schwab, vous revenez de Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. La Pologne constitue aujourd'hui le pays qui apporte la plus grande aide en termes d'aide militaire, en termes d'aide humanitaire. La Pologne est en première ligne. C'est ce qu'on perçoit en tout cas quand on s'y rend. Donc j'y étais dans le cadre d'une délégation de différents bénévoles et organisations qui s'activent du côté de la communauté juive en France pour accueillir via nos canaux d'organisation sociale une centaine de réfugiés depuis plusieurs semaines. Donc il faut quand même saluer le travail impressionnant qui est mené par le Fonds social juif unifié pour la coordination et le CASIP et l'OSE, enfin toutes les organisations sociales pour leur grand professionnalisme en France. Et c'est l'UEJF notamment d'ailleurs avec son président Samuel Le Joyeux et puis Béatrice Prasquier et Maya Termination, enfin voilà, des bénévoles. On était là-bas qui avait organisé cette délégation. On était là-bas pour accueillir d'abord un camion de vivres et de médicaments surtout qui avait été affrété et conduit d'ailleurs par des étudiants de l'UEJF depuis Paris, qui est arrivé à la frontière et qui devait être dispatché ensuite entre Kiev et Odessa. Ça, c'est le contexte dans lequel nous y étions. Ce qu'on a pu observer. Alors, dites-nous ce que vous avez pu voir à la frontière polono-ukrainienne. Est-ce que notamment les corridors humanitaires ont la moindre chance d'être mis en place ? Alors de toute façon, il y a déjà des corridors humanitaires qui existent, qui ont été le canal par lequel les populations sont arrivées. On les a rencontrés puisqu'on est allé sur les points par lesquels ils arrivent. On a même été dans ce qu'ils appellent un camp de transit qui était en l'occurrence un ancien entrepôt ou centre désaffecté commercial dans lequel les ONG qui travaillent là-bas nous racontaient qu'il y a encore 2 semaines, il y avait à peu près 4000 personnes qui transitaient par jour et qui restaient seulement une seule nuit. Donc ça nous donne quand même une idée du nombre de gens qui passent par là régulièrement. Et aujourd'hui, on est face à une baisse qui n'est pas totalement expliquée, mais qui est massive, qui est constatée dans tous les centres à la frontière, du nombre de réfugiés qui arrivent, en tout cas en Pologne. Ça, c'est la situation sur l'aspect chiffré, disons. Est-ce que d'autres pays, pardon de vous demander cette précision, à votre connaissance, je m'adresse à tout le monde, est-ce que d'autres pays comme la Biélorussie ou la Lituanie suivent le mouvement? De toute façon, il semblerait que tous les pays frontaliers, par amitié, proximité ou inquiétude pour eux-mêmes, soient plutôt dans une position d'accueil. Mais c'est vrai que la Pologne a pris un rôle majeur, en particulier dans l'accueil des réfugiés. Il faut voir, en traversant la Pologne, parce qu'on l'a traversée de fond en comble pendant quelques jours, les panneaux partout avec des cœurs, des messages. Apparemment, et on en a vu d'ailleurs certains, les Polonais viennent d'eux-mêmes à la frontière avec des pancartes pour dire aux réfugiés qu'il y a de la place chez eux pour les accueillir. Et cet accueil de personne à personne à domicile est un phénomène qui n'est absolument pas anecdotique, qui est même majeur. C'est-à-dire que c'est beaucoup sur cette organisation faite à la main et avec beaucoup de bons sentiments que les Polonais et que les Ukrainiens, surtout les réfugiés, se sont reposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, une fois qu'ils ont passé les centres de transit qu'on a pu voir avec des lits de camp pour les familles, pour tout le monde, dans des couloirs partout pendant une nuit ou 2. Ensuite, ils circulent à travers la Pologne. Ce faisant, ils dorment chez des Polonais et ensuite, ils sont orientés, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent quitter cette proximité avec leur pays. C'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui le souhaitent et qui veulent tenter de faire leur vie ailleurs, ils sont orientés vers les différents pays d'Europe plus occidentales et notamment en partie la France, mais c'est pas forcément ici qu'on a les chiffres les plus importants. Christine Claire, sur cet élan de mobilisation européen. Oui, c'est passionnant parce que Poutine aura réussi à la fois à semer la terreur, parce qu'on s'aperçoit qu'une décision de Poutine impacte pratiquement le monde entier, de proche en proche, et en même temps
a éveillé un sentiment de générosité absolument extraordinaire, parce que vous parlez des Polonais. Moi, je travaille pour un journal breton qui s'appelle Le Télégraphe. Il y a des gens qui viennent de Brest, qui traversent la France et l'Europe pour aller chercher dans des camions, dans des cars, pour aller chercher des Ukrainiens avec des provisions et les ramener, et des familles qui accueillent 2 femmes avec des enfants. On n'imaginait pas ça. On n'imaginait pas ça. Et là, il a réussi à semer le pire et le meilleur, finalement. Guy Konopliki. La Pologne et l'Ukraine, il se passe quelque chose d'historique, c'est-à-dire entre les Polonais, la part des Polonais. C'est-à-dire, ce sont une partie de la Pologne, une partie de l'Ukraine sont les territoires imbriqués et disputés depuis des siècles. C'est-à-dire que il y a 2 régions ukrainiennes qui ont été arrachées à la Pologne, mais où il y avait les Ukrainiens. Et il y a aussi, quand on expulse les Polonais de Galicie orientale, annexée à l'URSS, on expulse aussi 1,5 million d'Ukrainiens de Pologne. On expulse 7 millions de Polonais, dans un sens, Staline. Et dans l'autre sens, on expulse 1,5 million d'Ukrainiens. Donc il y a une situation conflictuelle entre les 2 peuples. Et quand on prend l'histoire des guerres au 19e ou 18e siècle, etc., il y a un affrontement pour des raisons religieuses, orthodoxes et catholiques. On écrit en latin, on écrit en cyrillique, et du moins pour ceux qui savent lire, qui sont évidemment autrefois une minorité. Et là, il y a, tout le monde le dit, un élan extraordinaire de la part des Polonais. C'est assez incroyable ce qui se passe. Alors, question d'autant que j'imagine... Un petit mot de la Biélorussie, quand même. Oui. Parce que la Biélorussie, je ne pense pas que les Ukrainiens aient vraiment envie d'aller en Biélorussie, qui est dirigée par un autocrate pro-Poutine. Mais en revanche, l'autocrate en question... Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la Russie abandonne l'assaut de Kiev. L'armée biélorusse ne s'est pas engagée pour la simple raison que quand, par élection truquée, Loukachenko a été réélu, on a vu des dizaines et des centaines de milliers de Biélorusses manifester. Et donc, le risque était que s'il avançait ses troupes, il y ait des désertions, voire des volte-face, et éventuellement l'effondrement du régime. Donc ils se sont... la Biélorussie a une attitude retenue, contrairement à ce qu'espérait Poutine, qui les avait annoncés comme alliés. Alors, j'aimerais un tour de table sur ce qu'on a découvert ce week-end, ces fausses communes sur la route aux environs de Kiev, avec 300 morts, qui font parler de plus en plus de crimes de guerre. On en parle en Pologne, Ariel Schwab. Alors, quand on y était, en tout cas, c'était pas encore sur toutes les lèvres. Pour autant, c'est vrai que enfin, de toute façon, d'une part, ce qu'on perçoit, c'est que les Ukrainiens sont absolument terrorisés de ce qu'ils ont vu, et ils sont pas uniquement partis par anticipation. Ceux qu'on a pu croiser, c'était des gens qui étaient partis seulement quelques jours avant, donc plutôt tard dans la dynamique. Donc évidemment, ils ont tout vu. On nous racontait que les enfants dans les centres, parce qu'on est allé au JCC, donc au Jewish Community Center, on a rencontré toutes les organisations situées notamment à Varsovie, à la frontière de la communauté juive ou non. Toutes les ONG internationales sont là-bas, qui s'occupent des gens et qui nous racontaient par exemple que les enfants sont extrêmement silencieux parce qu'ils ont vécu plusieurs jours à être obligés de se taire et de se cacher et de se terrer en craignant des bombes qui identifieraient les civils via les sons qu'ils émettent. Donc on récupère des gens qui ont vu des choses insupportables et qui ont vécu des scènes en tout cas pas très éloignées de celles dont on commence à parler. Après, je sais pas, enfin j'ai pas de témoignage particulier de ces fausses communes ou de ces cadavres qu'on a vus joncher les routes sur les dernières images, mais ce qu'on entend... en tout cas, c'est documenté, parce qu'il y a aujourd'hui, il faut les saluer d'ailleurs, un travail impressionnant aussi de tous les reporters, de tous les journalistes qui se trouvent sur place et qui documentent ce qui se passe en temps réel. Oui. Christine Claire. Honneur aux journalistes, vraiment, je vois tous les jours nos confrères, nos
nos consoeurs dans des conditions épouvantables de danger. Il faut rappeler qu'il y a eu, je crois, quelque chose comme 80 journalistes tués l'année dernière. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Pour notre profession, c'est quand même un honneur extraordinaire, alors qu'on avait été tellement dégradés, accablés de critiques. Si les journalistes n'étaient pas là, on ne saurait rien. On se rend compte d'ailleurs on saurait peu de choses. Il n'y aurait pas ces traces, il n'y aurait pas ces films. C'est la première fois que dans une guerre, nous voyons de si près la situation des civils. Les destructions, les images que nous avons de Mariupol, par exemple, c'est absolument incroyable ce qu'on a pu voir. Et encore, Mariupol, les gens que j'ai rencontrés qui venaient de Mariupol ou qui avaient des amis à Mariupol me disaient que même eux, très personnellement liés à des gens de Mariupol, n'avaient absolument aucune information. On le sait aujourd'hui, on va probablement découvrir des choses absolument insupportables et qu'on ne soupçonne pas sur Mariupol parce que la communication... Et notamment les arrestations. Les arrestations, on commence à avoir une séquence filmée par des journalistes occidentaux où on voit le jardin d'un immeuble où des gens ont enterré, ont fait des tombes en pleine ville dans le jardin d'un immeuble. Le problème, on a vu des choses comme ça, c'est terrible. Quand les Russes le sauront-ils ? Quand est-ce que le peuple russe le découvrira ? D'ailleurs, refuse-t-il de le découvrir ? On ne connaît pas ça. C'est très impressionnant. Parce que c'est vrai qu'on connaît des familles qui essayent d'être en relation avec leurs parents et qui disent « mais non, c'est tout ça, c'est de la propagande occidentale, etc. » Mais quand est-ce qu'ils auront accès avec tous les moyens modernes quand même ? Je suppose qu'il y a un grand nombre de Russes qui sont au courant. Est-ce qu'ils ne peuvent vraiment rien faire ? Est-ce qu'ils ne veulent pas savoir ? C'est là, je pense que c'est même une clé je suis plus optimiste que ça parce que quand on se souvient du samizdat, quand on se souvient des chuchoteurs, quand on allait dans l'Union soviétique à l'information verrouillée, on était tout à fait surpris de voir ce que les Russes savaient. Aussi bien de la vie occidentale qui était tellement caricaturée dans les médias officiels à la télévision russe, c'était risible. Par exemple, j'étais à Moscou le jour où les Américains ont marché sur la Lune. Et donc, la réunion à laquelle je devais aller était annulée. Il y avait de la musique à la radio. On savait pas ce qui se passait. On se demandait s'il y avait un coup d'État. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. On était parti de France avant le départ de la mission Apollo, donc on savait pas. Et le moment où on a su, j'ai vu la rumeur. Et la tristesse des Russes, d'ailleurs, ce jour-là, évidemment, parce que les Américains avaient gagné la bataille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et on me dit, il y a un Américain qui est en train de marcher sur la Lune. C'est un événement extraordinaire. Et on a très bien vu, en quelques heures, tout Moscou savait, quand il y a eu le communiqué officiel félicitant les savants et le grand peuple américain, et les gens savaient. Les gens savaient, voilà, c'est comme ça. Et je suis convaincu que dans la Russie d'aujourd'hui, l'information circule de bouche à oreille. Un historien qui a écrit un livre qui s'appelle Orlando Finches, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Chuchoteurs, où il raconte comment s'est transmise l'histoire russe de bouche à oreille. C'est pour ça que le livre s'appelle Les Chuchoteurs. On chuchotait pour pas être entendu des micros, et on racontait. Et je pense qu'on doit retrouver des phénomènes du même genre aujourd'hui. Donc ils savent que Poutine a envoyé des jeunes soldats se faire tuer en n'ayant même pas de quoi manger, commettre des atrocités, enfin bon, donc ils commencent à le savoir. Alors, je pense que ça se répand, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des familles, on sait aussi qu'ils retiennent les cercueils. Ils évitent de trop les envoyer parce que un des grands moments au moment de l'Afghanistan, quand les cercueils sont arrivés, et là ils pouvaient pas parce qu'il y en avait tellement qu'il était impossible de les garder. Donc ils ont rapatrié les cadavres d'Afghanistan. C'est comme le moment où le régime a commencé à être ébranlé à l'époque.
En tout cas, les liens entre les Russes et les Ukrainiens sont quand même rompus. C'est-à-dire que les Ukrainiens qu'on a rencontrés, qui s'occupent notamment de faire circuler les réfugiés, nous disent que toutes leurs connaissances, ils parlaient tous russe dans leur quotidien. Ils ont arrêté de parler russe. Donc ça abonde dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que Poutine aura réussi à créer cette nation ukrainienne définitivement, y compris par le biais de la langue, de la culture, du sentiment d'appartenance. Et par ailleurs, effectivement, toute personne qui émet des doutes et qu'ils vivent comme étant l'objet de la propagande russe, c'est tellement insupportable pour eux qu'ils ne rentrent pas dans une argumentation. Donc ils nous ont tous dit qu'ils avaient rompu les liens. C'était intéressant de discuter avec des gens qui ont des origines ou des liens avec Israël, notamment, parce que là-bas, la communauté considérée par nous, jusqu'ici, comme russophone, au sens large, en fait, est en train, malgré tout, de se diviser en deux. Ça, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Et entre ceux qui sont d'origine russe et qui sont, de fait, peut-être plus dans une lecture russe, aujourd'hui, de la situation, qui sont aujourd'hui mis de côté parce que c'est trop insupportable pour les Israéliens ou les personnes d'origine ukrainienne. Voilà. Il faut dire aussi que le maire de Mariupol, qui a été arrêté, a raconté que les Russes lui ont dit, qu'ils l'ont arrêté, lui ont dit « Nous faisons la guerre pour la langue russe ». Donc c'est un élément important. La langue. On va marquer une pause et le 4 quarts politique revient et nous parlerons de la campagne électorale en France. Matin, Christine Claire, Guy Konopnicki, Ariel Schwab et Bruno Finel. Christine Claire, journaliste politique, on retrouve votre plume dans Le Figaro et on vous Télégramme et Midi Libre. Et Midi Libre. Alors, on va parler des derniers chiffres qui montrent que Marine Le Pen talonne Emmanuel Macron. Une victoire est désormais, disons, elle n'est pas à exclure, l'hypothèse n'est pas à exclure. Mais d'abord, grand meeting hier du candidat président Emmanuel Macron et grand meeting cet après-midi de Valérie Pécresse. On entre dans la dernière ligne droite de la campagne. Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron? Vous l'avez regardé, Christine Claire? Oui. Mais j'ai trouvé égal à lui-même, c'est-à-dire brillant. On se dit, ce jeune homme a vraiment beaucoup de facilité, il résiste à la fatigue, il résiste à tout. Au début du discours, il commençait à énoncer tout un catalogue de mesures. Je me dis, ça manque un peu de mise en perspective. Il avait gardé sa mise en perspective pour la fin, pourquoi pas. Mais je trouve qu'on parle pas suffisamment de... Alors, il est vrai que je suis terriblement gaulliste, donc mes références sont très gaullistes. Oui, votre dernier livre est sur le général de Gaulle. Bon, la France dans le monde, nos fragilités, ça, je trouve que ça n'a pas été assez évoqué. Je veux dire, on a de l'argent pour tout va bien, on va pouvoir tout faire. Je crois que c'est pas vrai, il faudrait le dire. Bon, alors, j'ai lu de façon générale, j'ai entendu qu'on le trouvait un peu plus social, puisque c'est son point faible de s'adresser à la France d'en bas, aux gens qui ne sont rien, comme il disait lui-même. Bon, il a fait un effort de ce côté-là. De toute façon, on sent qu'il va vers la victoire. Tout ça a été très bien organisé, très puissant. Il y manquera toujours, surtout dans une période comme celle que nous traversons, où nous demandons si l'Europe va survivre, si la France va survivre, si nous avons encore les capacités il y manque quand même cette émotion et je veux dire, ce grand défi. Finalement, on ne se rend pas compte que nous ne sommes pas en temps ordinaire, que nous sommes peut-être à la veille d'une 3e guerre mondiale ou d'une disparition d'un petit pays comme le nôtre, que nous avons pris conscience du fait que nous étions terriblement dépendants. On parlait tout à l'heure de la Syrie, tout le monde est dépendant, mais nous peut-être plus que d'autres, en tout cas dépendants des États-Unis. Et toute cette toile de fond, je trouve, n'était pas assez dépeinte. Mais c'est vrai que j'ai un certain goût pour la tragédie, donc le problème, chère Christine, c'est que quand j'ai écouté tous les candidats tout le temps, tous les programmes
sont obsolètes. Ils sont pour les jours heureux, comme dit l'autre. Depuis le 24 février. Le 24. Pour moi, une des grandes. Depuis le 24 février. Fabien Roussel, qui est une des révélations de cette campagne. C'est formidable. Il y a des slogans formidables. Qui nous rend un parti communiste républicain, ouvrier, populaire, celui que nous avons aimé. Et la permission d'aimer le steak frites, ça, c'est quand même. C'est formidable, il est formidable. Mais. Les jours heureux, malheureusement, nous n'allons pas vers des jours heureux. Nous n'y sommes pas. Quand Mélenchon monte sur ses grands chevaux sur la retraite à 60 ans, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va pas avoir une envolée du chômage pour cause des conséquences économiques de la guerre, tout simplement? Et là, on pourra toujours causer des retraites, mais on aura des seniors qui seront au chômage, point à la ligne. Et c'est des choses de ce genre. C'est-à-dire que, et je parle pas des démagogies de Zemmour, de Le Pen, etc. Tout ça ne tient plus une seconde. C'est tout. Il faut dire. Alors, évidemment. On est en campagne électorale, et le président de la République peut pas se représenter en disant je vous promets de la sueur, du sang et des larmes. Ce que fait Valérie Pécresse, voilà, et ça n'a peut dire we never surrendered, mais reprendre un autre bout du discours de Churchill. Mais la vérité est quand même celle-là, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où, et pour Macron c'est très difficile parce que il avait la réussite de la politique sanitaire, le quoi qu'il en coûte, et la relance. Et on allait vers du mieux, et il pouvait se l'attribuer, parce que c'est la réalité quand même de la gestion de la crise sanitaire et de l'économie dans la crise sanitaire. Mais c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors, je saisis au bon ce que disait Christine Claire sur le sang et les larmes. Valérie Pécresse a essayé d'entonner ce... Mais enfin, on verra ce qu'elle va faire cet après-midi, puisqu'elle va prononcer son avant-dernier discours. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections en promettant du sang et des larmes. C'est-à-dire que les Zemmour, les Le Pen, les Mélenchon vous disent il y a du sang et des larmes. C'est la faute des autres. C'est la faute des autres, avec moi ça va être formidable, mais dire, attendez, il y a une réalité mondiale, il y a une réalité européenne, il y a une réalité française de cette guerre, parce que c'est la guerre, vous ne l'avez jamais connue, mais c'est la guerre. On n'a jamais été impliqué à ce point. Depuis l'Algérie, on n'a jamais été impliqué à ce point. Voilà, c'est pas... Non, on n'a jamais été. On n'a jamais été impliqué comme ça dans un conflit contemporain immédiat. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pouvait nous dire un peu la vérité quand même? La caricature, ça a été Zemmour, parce que pour lui, il n'y a même pas de guerre du tout. Il a dit qu'elle n'aurait pas lieu. Ah ben non, donc, mais de toute façon, il n'a pas dit un mot. Il fait un discours d'1 heure et il n'a pas dit un mot. Donc ça, c'est évidemment la négation totale. Et pourquoi il présentait Poutine comme modèle? Bon, voilà. À se demander s'il reçoit de l'argent de Poutine, on ne peut pas ne pas se poser la question. Mais est-ce que vraiment notre peuple n'est pas assez mûr pour entendre? Mais tout le monde le soupçonne, on voit bien qu'on est au bord de quelque chose d'extrêmement grave. C'est ça qui est très gênant finalement. Il y a un sentiment de malaise dans cette campagne. Et il est vrai que la malheureuse Valérie Pécresse, qui est la seule à nous dire qu'il va falloir faire des efforts pour le budget, qu'on dépense trop, etc. Bon, c'est pas bien reçu non plus, c'est pas drôle. Mais c'est pas de... Il est vrai qu'on lui facilite pas la tâche. Nicolas Sarkozy ne sera pas présent. Ce silence de Nicolas Sarkozy qui persiste à une semaine du premier tour... C'est déshonorant. Voilà, il faut mieux, c'est un honneur même de défendre quelqu'un qui va perdre, et alors ça serait pas la première fois, mais ne pas défendre quelqu'un de sa famille politique. Il doit beaucoup à ce parti tout de même, qui a beaucoup payé pour lui. Ce parti a été créé pour Juppé par Jacques Chirac. Oui. Mais bon, il y a une question de fidélité quand même. Tellement de gens se sont battus pour lui, l'ont aimé, l'aiment encore d'ailleurs, parce qu'il est encore très populaire. C'est une sorte de dérobade et c'est triste. Voilà, c'est triste, il n'en retirera rien. Quitte à se rallier au dernier moment à Macron au deuxième tour, ça c'est... Mais qu'est-ce qui l'empêchait de défendre Valérie Pécresse? Ça aurait été... encore une fois, ça aurait été un honneur, je trouve. Peut-être qu'il a une situation personnelle qui fait que
il a intérêt à avoir... Voilà, mais vous avez prononcé le mot d'intérêt. Voilà, vous avez... Oui. Oui, il n'y a que des raisons médiocres. Voilà. C'est triste. Je le crains. Il fait plus que ne pas la soutenir. Oui, il l'attaque. En plus, il a des bines, hein, il a des bines en coulisses, oui. Enfin, pas vraiment des coulisses parce qu'on le sait immédiatement. Non, mais elle lui plaît pas. Elle lui plaît pas. Pourquoi? Elle n'a pas été assez courtisane. D'abord, je crois aucun homme, puisqu'il s'agit d'hommes en ce moment, ayant été président de la République, ne peut penser qu'on peut lui succéder. Voilà. Personne n'est digne de succéder. Oui. Ils ont tous été comme ça, ou ils ont préféré un successeur du camp adverse. Mitterrand a préféré avoir Chirac comme successeur que d'avoir Jospin, évidemment. Bon. Mais ça a toujours été comme ça. Rocard, surtout, parce que Jospin est le candidat de dernière minute qui a surpris en arrivant en tête. Il ne voulait pas de Rocard. Mitterrand ne voulait pas de Rocard. Entre-temps, Mitterrand avait tué Rocard. Chirac ne voulait évidemment pas de Sarkozy, et ainsi de suite. Bon, personne ne veut quelqu'un de son camp. Mais enfin, néanmoins, finalement, François Hollande qui participe un peu à la campagne d'Anne Hidalgo. Oui, ça mange pas de pain parce que non, mais je sais que ça lui est extrêmement pénible, mais il le fait. Voilà. Oui, Ariel Schwab. C'est tout à fait juste ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est face à un retournement assez inattendu. Je suis pas sûre que tout le monde, même Zemmour d'ailleurs là-dedans, malheureusement, je suis pas certaine qu'ils aient cherché à nous cacher des informations sur l'attaque qui se préparait de la Russie. Je pense que c'était incroyable, proprement incroyable, et que... Ah non, il n'avait rien vu et rien compris. Voilà, en fait, il n'avait rien compris. Le jour où Zemmour dit « La Russie, j'en fais le pari, n'attaquera pas l'Ukraine », il y a les troupes massées à la frontière, on est tous en train d'observer, on discute dans les journaux, on dit « Ils y vont pas », personne ne fait le pari, ils y vont pas. La question est de savoir s'ils vont aller de manière limitée dans le Donbass, ou s'ils vont tenter une opération beaucoup plus vaste. Oui, tout à fait. Et la deuxième option était très douteuse, c'est celle qu'a choisi Poutine. Zemmour, lui, il n'a rien vu. Non, mais dimanche dernier, on savait. Ce qui veut dire incapacité d'être président de la République. Non. Et dimanche dernier, ça, c'est une faute. Dimanche dernier, le grand meeting du Trocadéro, avec cette marée de drapeaux tricolores, on savait. Voilà. Oui, il avait déjà attaqué. Il savait. Non, mais tout à fait. Donc la question, c'est il y avait une volonté de ne pas en parler. Bien voilà. sûr, oui. On ne pouvait parler que des jours heureux. Et crier plutôt Macron assassin que Poutine assassin. Exactement. Oui, non, c'était vraiment... la tristesse, c'est qu'il y avait tant de monde pour l'applaudir. Alors, le temps de monde... ce qui vaut d'ailleurs précédemment pour Fillon et pour Nicolas Sarkozy, la place du Trocadéro ne peut pas contenir plus de 30 000 personnes. Voilà, et selon un contact personnel à la préfecture, un homme qui est habitué à estimer les manifs, il dit 30 000, c'est très serré sur la place du Trocadéro. Alors raconter 100 000, Fillon avait été jusqu'à 200 000, ce qui est quand même presque de l'ordre du délire, mais Marquez, c'est la même chose pour Mélenchon, hein. Il a parlé aussi de 100 000 place de la Mélenchon, République. 100 000, non, il y avait 10 000 personnes, j'ai bien regardé l'image, on a les images, etc. Il y avait 10 000 personnes, il a bien 0. 10 000 personnes avec montée de province. Maintenant, au-delà des meetings, il y a quand même des Macron, il fait fort parce qu'il prend une salle, donc on peut compter mieux dans une salle. Il prend le risque. Alors, Ce que Zemmour avait réussi, c'était le premier meeting, Villepinte. Oui, ça, c'était... Alors, les chiffres des sondages, on s'aperçoit que Marine Le Pen tutoie d'une certaine manière la frontière avec Emmanuel Macron, et une victoire est désormais possible. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une cristallisation de l'opinion? Est-ce que c'est figé maintenant? Est-ce que ça vous semble désormais figé? Christine Claire. Sauf événement majeur pendant la semaine, oui. Oui, je pense que je ne suis pas sûre que Macron remonte. Il peut peut-être même, parce que toute cette histoire McKinsey et tout, elle va faire son chemin. Elle n'aura peut-être pas encore frappé les esprits, mais pour le moment, oui, je crois vraiment que c'est un match Macron-Le Pen. Je vois pas d'autre perspective. Oui, sur le match, je pense effectivement qu'en dépit de l'intox de Mélenchon qui dit je vais être le deuxième, ça marche pas, il va peut-être être à 14, c'est possible, voire à 15, mais il sera pas le deuxième. J'ose ce pari-là, tant pis si je me trompe, on verra la semaine prochaine. C'est un match. Le problème est que ce match risque d'être serré.
Le problème est les boules puantes, McKinsey en est une, parce que quand on regarde la réalité des choses, il n'y a pas de scandale. Il y a un problème, il y a 2 problèmes de l'État. Le premier problème, c'est les points sur lesquels on est obligé à recourir à des cabinets. C'est simple. Vous voulez dire la vaccination, notamment, et vous la situation sanitaire. Vous avez tout ce qu'il faut à l'État. L'État saura faire l'expertise, parce qu'on a un corps des mines et des ponts qui est formidable. Ça date du 19e siècle. Ça date même de Napoléon Bonaparte. Les trucs. En revanche, si vous avez besoin d'informatiser un service public, vous êtes obligé, déjà pour le concevoir, d'aller chercher un cabinet privé. Sur la question de la vaccination, eh bien, vous avez des gens dans la fonction publique capables de soigner, vous avez des hôpitaux formidables, vous avez un corps médical, vous avez, etc. Par contre, évaluer les besoins pour organiser la campagne, et puis on n'a pas le service qui sait le faire. C'est la question de la transformation de l'État qui avait été initiée sous Nicolas Sarkozy. Moi, je travaillais à l'époque dans ces cabinets. Les cabinets de conseil, c'est un palliatif. Alors, visiblement, il y a eu des appels d'offres, ils ont gagné les appels d'offres. Contrairement à ce qui a été dit, il y a au moins une partie de McKinsey qui paye des impôts en France. On espère que... mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un besoin parce qu'on n'a pas transformé suffisamment tôt la fonction publique et on n'a pas les gens, les compétences qu'il faut alors qu'on les a dans d'autres domaines. Non, mais vous parlez en homme raisonnable, mais je pense que des gens qui gagnent à peine 1 000 € par mois, ils entendent qu'on a dépensé des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Un cabinet de surcroît américain. Alors, c'est vrai qu'on aime mieux les Américains depuis qu'on se rend compte que tout de même ils nous protègent, mais quand même, ça n'a pas si bonne réputation, l'argent américain. Et ça pourrait faire un effet dévastateur, mais peut-être pas en une semaine. Voilà, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est à quel point, justement, comme vous le dites, Macron peut subir les impacts d'une crise comme celle des cabinets de conseil américains, et Marine Le Pen, elle, pendant ce temps, enjambe avec allégresse et légèreté ses accointances avec Poutine. 9 millions d'euros. Elle avait, prévu, d'abord dans son matériel de campagne, sa photo avec Poutine pour montrer qu'elle était à la hauteur d'une femme d'État. Elle a sa photo avec Poutine qui circule sur les réseaux sociaux avec la mention « J'aime ma banque ». Car c'est la banque russe. C'est une banque russe qui a renfloué le Rassemblement national à hauteur de 9 millions d'euros, et ils ont de la chance parce que les transactions sont gelées, donc ça a dû faire les remboursements. Juste pour aller au bout du raisonnement, pourquoi notamment elle arrive à s'en sortir nonobstant ces alliances qui devraient nous terroriser au sens propre, alors que il semblerait d'ailleurs que ça ait coûté à Zemmour un peu plus, ses liens avec la Russie. Et pourquoi Macron est tellement affaibli par ce type de boule puante comme vous les conseillez. Je pense aussi que c'est la question de son identification aux sujets sociaux. Vous en parliez, Macron n'a jamais pris à bras-le-corps cette question de son identification comme étant un homme du social, avec un programme orienté aussi sur les questions sociales. Marine Le Pen, elle, c'est un sillon qu'elle creuse littéralement depuis 2017. Là, c'est littéralement son deuxième tour. Avec le pouvoir d'achat qui la sert aujourd'hui. Mais exactement. Et au fond, ce qui devait être les grands atouts de Macron, c'est-à-dire, comme vous le disiez, la relance, l'envie de sortir de cette crise sanitaire qu'il a plutôt bien gérée, etc. En fait, toutes ces aspirations plutôt à sortir et à respirer vers une nouvelle ère se sont fait recouvrir par la guerre russo-ukrainienne et la guerre qui est à nos portes. Elle, qui a continué de creuser sa ligne sur la question sociale, elle gagne, elle prend les points de Zemmour qui n'a pas été sur ce sujet-là. Avec une démagogie, évidemment, personne d'autre ne peut prétendre. J'augmente le pouvoir d'achat, j'augmente tout, je mets la retraite à 60 ans, et de l'autre côté, je baisse les impôts, je supprime des taxes, je ne touche pas, je baisse les cotisations sociales, et je suis un homme qui gère la guerre. Cela dit, Macron ne dit pas non plus. Comment elle fait? Mais Macron ne dit pas non plus que nous allons devoir rembourser la dette. Il ne dit pas qu'on va devoir rembourser la dette. Il ne dit pas qu'on va. Oui, enfin, sauf que. Alors, il nous reste. Sauf que. Je voudrais ajouter un mot sur Marine Le Pen. Sauf que Marine Le Pen propose de distribuer de l'argent
en supprimant les financements. Il faudra qu'on nous explique quand même. Il ne faut pas négliger l'image et finalement, toutes les femmes se sont cassées la figure, malheureusement, dans cette campagne, sauf elle. Elle a travaillé son sourire, les bras ouverts, des attitudes maternelles. Elle est extraordinairement apaisante. On disait, son père trouvait qu'elle était beaucoup trop molle, trop faible. Mais justement, c'est ça qui plaît. Oui, elle est gentille, elle parle de ses chats. Elle rit souvent. Je pense que tout ça a beaucoup compté. Maintenant, la vraie question. Entre les chats et le pouvoir d'achat. Mais la vraie question. Sur la famille Le Pen, il y a est-ce qu'elle veut vraiment. Il y a un livre qui est sorti, un livre d'André Ardouin, sur Monsieur Éric, qui est un macro de Pigalle, qui est le parrain, de Marine Le Pen, le vrai parrain de Marine Le Pen. Et ça en dit long sur les accointances de Jean-Marie Le Pen et de l'extrême droite avec le milieu. Et ça passe. Le livre a l'air de marcher un peu, j'espère, pour son auteur. Mais ça passe. Non, parce qu'elle a l'air gentille. Elle a beaucoup souffert, elle a l'air gentille. Mais la question, c'est est-ce qu'elle veut vraiment y aller ? On va le voir. Est-ce qu'elle veut ? Parce que sa deuxième chance, là, c'est quand même terrible de devenir président de la République d'extrême droite en ce moment. D'abord, elle n'est pas sûre d'avoir les capacités. Peut-être qu'on va se poser toute la semaine la question avec qui elle gouverne, comment elle fait une majorité parlementaire, et qu'est-ce qui se passe dans le pays. Si à cette élection, c'est que ça peut être une catastrophe quand même. Alors, il nous reste 6 à 8 minutes et je vous propose un tour de table. Quel jugement vous portez sur la campagne ? Quel est je vous demandais de prendre un risque et de dire quel est votre pronostic. Et dans la foulée, quel est votre coup de cœur ? Est-ce qu'on peut commencer ? Je ne sais pas si notre ami Bruno Finel est avec nous, est resté avec nous. Bruno ? Non, il a disparu. Alors, on va essayer de le récupérer. Et qui veut commencer ? Moi, je veux bien. Oui, Christine. Pronostic, pronostic. Macron va peut-être baisser un peu, mais il va l'emporter néanmoins, je crois, sur Marine Le Pen. Voilà, Et alors, la deuxième question, c'était. Pronostic. Pronostic, voilà, c'est mon pronostic. Oui. Et puis ensuite, votre coup de cœur de la semaine, une lecture, une exposition. Non, mon coup de cœur de la semaine, c'est pour ces Bretons qui ont affrété un bus, un camion, qui ont pris des provisions, des matelas, et qui sont allés jusqu'aux frontières polonaises pour accueillir des Ukrainiens et les ramener en Bretagne dans des familles. Et je trouve ça m'a donné une fierté de mon pays, une joie de voir des gens généreux, alors qu'on entend tout le temps que des gens qui se plaignent, qui sont en colère. Il y avait là le meilleur de la France, je trouve. Alors, je témoigne que vous aimez bien la Bretagne, mais vous êtes souvent en Normandie. Hein, je suis normande. Vous êtes normande. À la frontière bretonne. Alors voilà, les Bretons sont mes frères. D'accord. On aime les frontières. On est frères de frontières en ce moment. Hein, ça arrive dans beaucoup d'endroits. Mes pronostics, en effet, un peu du même registre. 2017 avec beaucoup plus d'inquiétude. Parce qu'une scène qui se rejoue, chacun des deux protagonistes ont eu l'occasion de s'entraîner différemment. Et on a beaucoup bénéficié du grand raté de Marine Le Pen à l'époque. Donc en espérant qu'il y ait des marches à rater cette fois-ci aussi. Et le coup de cœur, je dirais que c'est un peu dans la même catégorie aussi, c'est pour Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG fondée par Patrick Veil, qui fait des choses absolument extraordinaires pour l'accès à la lecture et à la culture dans le monde entier, et dont on a été voir les centres d'accueil et d'animation pour enfants dans ces centres de transit, où pendant l'espace de quelques heures, ils ouvrent les perspectives, ils changent les idées aux enfants, ils libèrent les parents, les mères surtout beaucoup, pour aller se laver les mains ou les cheveux pendant quelques heures. C'est très fort, ils sont partout dans le monde, et la mobilisation des ONG de manière générale en ce moment sur la question ukrainienne est très 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 émouvante. Alors, je crois qu'on a retrouvé Bruno Finel. Bruno, votre sentiment sur cette campagne, sur votre pronostic et éventuellement votre coup de cœur. Alors, juste rapidement, un petit commentaire sur Zemmour. Il faut quand même savoir qu'en Israël, Zemmour bénéficie d'un large soutien d'une partie de la communauté française, essentiellement des gens qui, avant de venir s'installer ici, vivaient
dans des banlieues sensibles. Donc, ils sont prêts à pardonner à Zemmour ses déclarations sur Vichy ou sur la famille Sandler parce que ce qu'il dit sur le grand remplacement leur parle. Voilà ce que je voulais dire. Sur le coup de cœur, juste une chose... Il y a d'ailleurs un voyage de Collard. Gilbert Collard, la semaine prochaine, ou cette semaine. En Israël. Du 6 au 8. Du 6 au 8 avec une réunion à Jérusalem et une réunion à Tel Aviv. Donc c'est comme le ciel. Il y a un vrai soutien. Bon, on verra le résultat du premier tour, mais il y a un vrai soutien. Et le coup de cœur, rapidement, c'est que le Ramadan a débuté et que la ville de Tel Aviv a installé sur la grande place de Jaffa toute une décoration à l'occasion de la fête, donc un symbole de coexistence. C'est toujours agréable à voir. Guy Konopliny, vous avez le dernier mot. Oui, sur le pronostic, un chroniqueur épique, un jour, à Longchamp, je lui demandais... il avait comme ça un pronostic. Je lui dis, je peux y aller à coup sûr, je peux charger, c'est-à-dire mettre suffisamment d'argent. Il me dit, on est sûr que quand c'est couru. Donc, a priori, évidemment, que ce pronostic duel Macron-Le Pen et Macron l'emporte. C'est une échappatoire. Et Macron l'emporte, mais on sera certain quand ça aura été couru. Ensuite, coup de cœur. Je vais avoir 2 coups de cœur de télévision quand même. L'un d'abord pour la 2e saison dans Thérapie, qui est absolument formidable, qui à l'origine vous l'avez vu. Oui, j'ai pas fini, mais c'est vraiment formidable. Et l'autre pour une série d'un autre genre, documentaire, que vous verrez à partir du 12 avril sur Arte, et qui est tout simplement l'histoire de l'antisémitisme par Jonathan Ayoud et Judith Cohen-Solal. C'est une réalisation absolument... Alors, je n'ai vu que le premier, puisque la projection qui a eu lieu pour la presse était le premier, mais c'est seulement le premier, mais vraiment, c'est une réalisation exceptionnelle. Voyez-le, c'est absolument magnifique, voilà. C'est esthétique, c'est érudit, ça met tout en perspective et au clair. On ne mesure pas tout ce qu'on ne sait pas encore sur ce sujet. Merci, seul regret, c'est qu'il n'y ait pas hommage à Léon Poliakov. Merci à tous les 4, Christine Claire, Guy Konopliny, Ariel Schwab, Bruno Finel. Bon dimanche à tous.